Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va corriger les exercices sur les variables aléatoires. Donc on commence avec un premier exercice où on lance un dé une infinité de fois et on s'intéresse à la variable aléatoire qui va prendre pour valeur le rang d'apparition du premier 6. Alors par exemple, je sais pas moi, admettons, vous lancez votre dé, puis vous tombez sur 2, puis après vous tombez sur 4, après sur 3, après sur 6, après sur 4, après sur 5 et après sur 1. Que vaut X dans ce cas-là, si vous avez ce tirage-là? Alors admettons que les autres, je m'en fiche. Si vous avez ce tirage-là, c'est écrit ici, X c'est une variable qui prend pour valeur le rang d'apparition du premier 6. Donc 1, ça c'est le premier lancé, deuxième lancé, troisième lancé, quatrième lancé. Dans notre cas, X sera égal à 4, si j'étais dans cette situation. Alors, il faut déterminer la loi de X. Alors, déterminer la loi de X, on va faire un rappel. Pour déterminer la loi d'une variable aléatoire, il faut déterminer deux choses. Première chose, l'ensemble des valeurs prises par X. C'est-à-dire l'ensemble des valeurs prises par X. Et une fois qu'on connaît les valeurs que peut prendre la variable aléatoire X, eh bien, il faut déterminer la probabilité que X soit égal à K pour tout K appartenant à X oméga. Alors ici, quelles sont les valeurs prises par X? On peut obtenir le 6 dès le premier lancer. Donc grand X peut prendre la valeur 1. Mais il peut prendre la valeur 2 aussi. On peut obtenir le 6 au deuxième lancer. Mais vu qu'on fait une infinité de lancers, eh bien X oméga, c'est... Donc ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3, et puis ça peut être en fait tous les entiers qui suivent, c'est-à-dire n étoiles. Alors maintenant, il faut déterminer... On va déterminer P, la probabilité que X soit égal à K pour tout K appartenant à une étoile. Alors pour ça, peut-être pour essayer de comprendre un petit peu, qu'est-ce que ça fait P de X égale 1? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Là, vous devez calculer la probabilité que le chiffre 6 tombe dès le premier lancer. Vous avez la seule contrainte qu'on impose, c'est je veux que le premier lancer, je tombe sur un 6. Et bien dans ce cas-là, vous avez une chance sur 6. Et les autres lancers, je ne m'y intéresse même pas parce qu'on ne pose pas la question. Là, la question, c'est la probabilité que au premier lancer, vous tombez sur un 6. Vous avez une chance sur 6 parce qu'il y a 6 faces. Imaginons qu'on vous demande la probabilité que x égale 2. Alors, qu'est-ce que ça serait? Ça veut dire que vous ne devez pas avoir de 6 au premier lancer, mais que vous devez avoir un 6 au deuxième lancer. Donc, ne pas avoir de 6 au premier lancer, vous avez 5 chances sur 6. Et ensuite, d'avoir un 6 au deuxième lancer, vous avez une chance sur 6. Etc., etc. Maintenant, on va mettre un cadre plus formel sur tout ça pour essayer de bien rédiger, comment on fait pour trouver tout ça. Alors, je vais considérer, pour tout n plus grand que 1, je vais noter AN. Ça va être l'événement, le nème lancé donne un 6. Voilà. Alors, par exemple, du coup, ça me permet de traduire
avec l'événement AN. La probabilité que x soit égal à 1, bah, du coup là c'est la probabilité d'avoir A1. Donc ça fait 1 sur 6. La probabilité que x égale à 2, alors on a dit on ne veut pas de chiffre 6 au premier lancer. Donc premier lancer, je ne veux pas de 6, A en barre. Mais je veux un 6 au deuxième lancer. Donc c'est la probabilité de cet événement. Et si vous regardez bien, ces événements-là, en fait, les événements AN, ils sont tous indépendants. Ils sont tous indépendants parce qu'ils ne dépendent seulement du résultat du nème lancé. Donc si vous prenez par exemple AN-1 et AN, bon, bah, ils sont évidemment indépendants. Hein. Le résultat du n-1e lancé n'a aucune influence sur le résultat du nème. Et en particulier ici, là, ça c'est le résultat du premier lancé, c'est-à-dire ne pas obtenir 6, et ça c'est le résultat du deuxième lancé, obtenir 6. Ces deux événements-là sont indépendants. Le résultat du premier lancé n'a aucune influence sur le résultat du deuxième. Donc, là vous dites A1 bar et A2 sont indépendants. Et quand on a des événements indépendants, et ben c'est simplement la probabilité de A1 bar fois la probabilité de A2, c'est le produit des probabilités. Ne pas obtenir 6. Combien j'ai de façons de ne pas obtenir 6 ? Bah, il y a 5 façons. Soit je tombe sur 1, soit je tombe sur 2, sur 3, sur 4 ou sur 5. Donc 5 façons divisé par le nombre de façons totales, 5 sixièmes, fois 1 sixième. Maintenant, je m'intéresse à la probabilité. Alors, je prends K dans n étoiles. Et une fois que j'ai compris une fois qu'on a compris comment on a fait pour les deux premiers, on va essayer de voir un petit peu comment on peut traduire ça. On veut calculer cette probabilité et on va essayer de la calculer grâce à nos événements AN. Alors, avoir le chiffre 6 au kème lancé, ça veut dire, je veux que le 6, le chiffre 6 tombe au kème lancé. Je ne veux pas qu'il tombe avant. Donc, déjà, on peut dire que ça c'est la probabilité de AK. Donc je ne veux pas que le chiffre 6 tombe avant le kème lancé. Ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire que le premier lancé, je ne veux pas le 6. Le deuxième lancé, je ne veux pas le 6, etc. etc. Jusqu'au K-1e lancé, je ne veux pas le 6. Par contre, le kème, je veux un 6. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le résultat du IM lancé n'a aucune influence sur le résultat du JM, si I est différent de J. Donc tous les événements qui apparaissent ici, eh bien, vous avez une suite, tous ces événements-là sont mutuellement indépendants, c'est-à-dire que vous pouvez dire que c'est le produit des probabilités par indépendance et maintenant chacune des probabilités, on les connaît. Alors le premier, je ne veux pas obtenir le chiffre 6 sur le premier lancer, bah, j'ai 5 chances sur 6. Je ne veux pas obtenir le chiffre 6 au deuxième lancer, bah, j'ai 5 chances sur 6, etc. etc. jusqu'à K-1, donc ça me fait 5 sixièmes puissance K-1 multiplié par 1 sixième. Donc là, vous avez complètement déterminé la loi de X. Alors, en fait, si vous regardez bien l'énoncé vous dit X, c'est une variable aléatoire qui prend la valeur d'apparition du premier 6. Et dans ce genre de situation, on a vu dans le cours que on reconnaît en fait directement que grand X, ça suit une loi géométrique. Parce que, alors si vous regardez la définition d'une loi géométrique, dans le cours, en fait, on a vu que quand on s'intéresse à une suite d'expériences et qu'on considère une variable aléatoire qui est le rang d'apparition du premier quelque chose, donc là en l'occurrence c'est du premier 6, ça doit vous faire penser à la loi géométrique, et là ça serait une loi géométrique de paramètre 6, et donc on connaît très bien la probabilité associée. Là on a fait simplement que de redémontrer ce résultat. Donc là, conclusion, ainsi, l'ensemble des valeurs prises par x, c'est n étoiles. Et pour tout cas appartenant à n étoiles, la probabilité que x égale à k, c'est 5 sixièmes puissance
k-1 multiplié par 1/6. Et ça, c'est la loi de x. La loi de x, c'est l'ensemble des valeurs prises par x et les probabilités associées. Alors, cette fois, on s'intéresse à une urne qui contient n boules qu'on ne peut pas discerner au toucher, et il y a 2 blanches et toutes les autres sont noires. J'aurais dû les mettre bleues pour faire un dessin, parce que là... Alors, peut-être, si je fais un dessin, on va les mettre de cette couleur-là. Ouais, non, c'est pas top. On va les mettre en grise, hein, parce que je pense que je vais faire un dessin. Donc, vous avez une urne. Dedans, il y en a 2 blanches. Et il y en a... Et toutes les autres sont noires. Et en tout, vous en avez n. Voilà, donc déjà, des boules noires, combien vous en avez? Vous en avez n-2. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tire, à chaque fois, on va prendre une boule, hop, on en prend une, on la sort de l'urne, etc. Ensuite, on en reprend une, etc. Donc c'est sans remise, hein. Donc là, par exemple, je sais pas, je peux pas savoir sur quelle boule je tire, parce qu'elles sont indiscernables au toucher. J'en prends une, je la sors, ensuite j'en prends une autre, je la sors, etc. Je ne les remets pas. Et je vais m'intéresser à une variable aléatoire qui est égale au rang de la première boule blanche tirée. Par exemple, imaginez que vous commencez à faire vos tirages et vous commencez... Alors, vous ne voyez pas l'urne, évidemment, c'est caché. Donc, vous tirez une boule. Il se trouve que c'est la noire, par exemple. Donc, elle n'y est plus. Ensuite, vous en reprenez une, vous la tirez. Alors, après, elle n'y est plus, etc. Et après, la troisième boule que vous tirez, il se trouve que c'est une blanche. Hop. Quel est grand X? Grand X, c'est... On regarde l'énoncé, c'est égal au rang de la première boule blanche tirée. Donc là, dans notre cas, c'est 3. Parce que c'est au bout du troisième tirage qu'on est tombé sur la boule blanche. Donc dans ce cas-là, ça serait 3. Ça, c'est pour que vous compreniez vraiment ce qu'on fait. Alors, ce que l'on doit calculer, c'est l'espérance et la variance. Pour calculer l'espérance et la variance, alors par définition, l'espérance de x, qu'est-ce que c'est? Donc ça, vous devez le savoir par cœur. C'est la somme pour k appartenant aux valeurs prises par x de k fois p de x égale k. Donc là, vous vous rendez compte tout de suite qu'il y a 2 choses que vous ne connaissez pas. L'ensemble des valeurs prises par x, vous ne savez pas ce que c'est pour l'instant, on ne l'a pas dit. Et les probabilités associées, vous ne les connaissez pas. Donc il va falloir évidemment les calculer. En d'autres termes, là, il va falloir calculer la loi de x. Donc, alors on y va. Là, c'est juste du bon sens. Quelles sont les valeurs prises par x? Eh bien, alors, le rang de x et la variable aléatoire égale au rang de la première boule blanche tirée. Alors, vous pouvez tirer par exemple une boule blanche dès le début. On est d'accord que vous pouvez commencer par tirer une boule blanche, donc x peut être égal à 1. X, ça peut tout à fait être égal à 1. Vous pouvez tomber sur une boule blanche au deuxième tirage. Mais la question, c'est est-ce que x peut être égal à n? Alors, x ne peut pas être égal à n, parce qu'il y a 2 boules blanches. Et nous, on s'intéresse au rang de la première boule blanche tirée. Donc, si c'est la première boule blanche qui est tirée à la énième, c'est pas possible. Il n'y a que n boules, donc il y a forcément eu une boule blanche avant qui a été tirée. Donc, c'est pas n, par contre, ça peut être n-1. C'est-à-dire que vous pouvez tirer, par exemple, les 2 boules blanches tout à la fin. Donc, 1, 2, 3, jusqu'à n-1. C'est-à-dire que, donc là, en notation, on note ça avec des crochets. Donc, c'est tous les entiers compris entre 1 et n-1. Ça, c'est les valeurs prises par x. Et maintenant, il va falloir déterminer les probabilités associées. Alors, on va, comme toujours, très souvent, on va imposer un cadre qui est plus agréable et plus rigoureux pour faire toutes nos preuves, c'est-à-dire donner un nom aux choses pour pouvoir juste utiliser des résultats du cours. Donc là, il va falloir, on a pour tout cas nk, on va considérer un événement.
Alors NK, ça sera l'événement. Alors là, on va regarder par exemple, on va dire que c'est une boule noire qui est tirée au km. C'est une boule noire qui est tirée au km tirage. On va s'intéresser à NK. Et alors peut-être que... alors c'est une boule noire qui est tirée au km tirage. Alors, si je m'intéresse à l'événement x égale k, l'événement x égale k, ça veut dire que en fait, on tombe sur une boule blanche pour la première fois au km tirage. Ça veut dire qu'avant, on n'a eu que des noirs. Avant, on n'a eu que des boules noires. Alors, ça veut dire que... Donc là, c'est ce que je viens de dire à l'oral. Ça veut dire que vous avez eu que des boules noires. Premier tirage, j'ai une boule noire. Et aussi, deuxième tirage, j'ai une boule noire. Etc. Jusqu'au k-1e tirage, j'ai une boule noire. Par contre, le km, on l'a dit ici, le km, par contre, c'est une boule blanche. Donc, NK. Donc vous voyez, là, je devais calculer la probabilité de l'événement rouge, et au final, j'ai écrit l'événement rouge comme une intersection d'événements, mais l'avantage, c'est que les événements N1, N2, etc., ceux-là sont beaucoup plus faciles à traiter. Ils sont un petit peu plus simples à traiter parce que je vais pouvoir utiliser la formule des probabilités composées. Alors il faut faire un petit peu attention parce que tous les événements N1, N2 jusqu'à NK ne sont pas indépendants. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est le produit des probabilités. Parce que si vous tombez sur une boule noire au premier tirage, ça va avoir une influence sur le deuxième. Ça va avoir une influence parce que vous ne remettez pas les boules dans l'urne. Donc pour cette raison, le fait que vous ne me remettez pas les boules dans l'urne, ça veut dire que ce qui va se passer au premier tirage aura une influence sur ce qui va se passer au deuxième tirage, etc. Alors là, on va utiliser formule des probabilités. Alors, probabilité. On va utiliser la formule des probabilités composées que je vous invite à revoir si vous ne la connaissez pas, elle est super importante. De toute façon, je pense que dans un concours, peut-être on commencera par vous demander rappeler la formule des probabilités composées et ensuite on vous demandera de l'utiliser. Là, ce qui est difficile, c'est qu'on a un peu perdu, on a l'énoncé, il nous laisse comme ça, il faut être un petit peu autonome. C'est ça qui est dur, mais ce qui est important, c'est de comprendre toutes les étapes. Alors, la formule des probabilités composées, ça va me faire quoi? Ça va faire P de N1 multiplié par P sachant N1 de N2, etc., jusqu'à P de N1 inter nk-2 de nk-1 fois probabilité de jusqu'à k-1 nk bar. Voilà, ça c'est la formule des probabilités composées, j'invente rien. Et maintenant, je vais pouvoir facilement calculer chacun des termes. Alors, la probabilité de grand N1, qu'est-ce que c'est? Grand N1, c'est, alors revoyons grand N1, c'est une boule noire qui est tirée au premier tirage. Donc on veut qu'au premier tirage, on tire sur une boule noire. Combien j'ai de boules noires? J'ai n-2 boules noires. Combien j'ai de boules au total? J'en ai n. Donc c'est n-2 sur n. On recommence. Maintenant, je veux cette probabilité. Qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité d'obtenir une boule noire au deuxième tirage, sachant qu'au premier, vous avez obtenu une boule noire. Donc si au premier tirage, vous avez obtenu une boule noire, combien vous reste-t-il de boules noires? Il y en avait n-2
au début, mais vous êtes tombé sur une boule noire au premier tirage, donc il va vous en rester n-3, et le nombre de boules totales, vu que vous avez déjà tiré une boule avant, il n'y en a plus n, il y en a n-1. Donc n-3 sur n-1. Si vous refaites le même processus, il faut partir de là. Ce que j'entoure en rouge, c'est tout ce qui a déjà été fait. C'est-à-dire que premier tirage, une boule noire, deuxième tirage, une boule noire, jusqu'au K-2e tirage, une boule noire. Donc en définitive, vous en avez tiré un paquet des boules noires, vous en avez tiré K-2, ok. Donc des boules noires, vous en avez tiré K-2, donc combien vous en reste-t-il? Bah, au départ, vous en aviez combien? Au départ, vous en aviez N-2, mais là, vous venez d'en tirer K-2. Donc ça, c'est le nombre total de boules noires, le nombre total de boules qu'il a dans l'urne, et combien j'en ai de noires? Eh bien, les boules noires, vous en avez N-K ici. Vous en avez N-K, et le dernier, cette fois, c'est la probabilité d'avoir une boule blanche au K-ème. Combien j'ai de boules blanches? J'en ai 2. Mais combien j'ai de boules totales? Eh bien, là, c'est n-2, c'est-à-dire le nombre de boules au départ, moins toutes celles qu'on a tirées. Et on en a tiré K-1. Voilà. Peut-être simplifions ça. Quoique je vais le simplifier à la ligne d'après. Ce qui nous donne n-2 sur n, n-3 sur n-1, n-k. Alors là, n-2, donc ça fait n-2 moins k plus 2, donc n-. Alors il y a peut-être un petit souci là. n-2 moins k plus 2, donc n moins k. Alors je réfléchis juste un instant. Pardon, c'est pas n-2 ici, c'est n. Le nombre de boules que vous aviez au départ, c'est n. Pardon. Je sais pas pourquoi j'ai mis n-2, je suis un peu vite. Le nombre de boules que vous avez au départ dans votre urne, c'est n. Et là, ce que je retire, c'est les boules qui ont déjà été tirées, donc voilà. Voilà, donc ça fait plutôt n-k plus 2. Voilà, c'est ça. Et le dernier, c'est n-k plus 1. Alors maintenant, le but, c'est de simplifier tout ça. Alors, c'est... vous voyez tout ça, là? Ça doit vous faire penser à un factoriel. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à un factoriel quand on y réfléchit. Parce que c'est n-2 fois n-3 fois n-4 jusqu'à n-k. Mais c'est pas tout à fait un factoriel. Il y a un petit quelque chose. Alors, peut-être que je vais le calculer séparément. Regardez, n-2 jusqu'à n-k, ça ressemble beaucoup à n-2 factoriel. Mais dans n-2 factoriel, il y a beaucoup trop de termes. Vous voyez tous les termes, là, les n-k, moins 1, n-k, moins 2, jusqu'à 2 et 1, donc les termes que je viens de rajouter, ces termes-là, ils n'y apparaissent pas. Donc c'est pas tout à fait n-2 factoriel. Mais ces termes-là, qu'on n'a pas nous dans notre situation, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ces termes-là, c'est n-k-1 factoriel. Donc on va l'écrire. Alors n-k-1 factoriel. Ensuite, il y a tout le dénominateur. Donc maintenant, je vais écrire toute cette partie-là. Donc n-1 jusqu'à
n-k plus 2, n-k plus 1. Alors pareil, ça ressemble beaucoup à n factoriel, sauf que dans n factoriel, il y a beaucoup trop de termes. Tous les termes n'y apparaissent pas. Il va falloir que je retire n-k factoriel. Et donc, la probabilité de que x soit égal à k, ça me fait au final, alors j'ai toujours le 2, il ne faut pas l'oublier, c'est vrai que le 2, lui, il est resté un petit peu tout seul, hein. Donc c'est quoi? C'est 2 multiplié par... Alors le numérateur, on va commencer par le numérateur. Et le dénominateur, c'est... n-k factoriel. Alors on va le simplifier un petit peu. Donc il y a toujours le coefficient 2. n-2 factoriel. n-k moins 1 factoriel multiplié par n-k factoriel sur n factoriel. Continuons notre simplification, j'ai toujours le coefficient 2 qui reste. Alors on va simplifier ça. Alors ça c'est simplement 1 sur nn-1. On est d'accord? Et maintenant l'autre. Ça c'est simplement n-k. Voilà, donc ça fait 2 fois n-k sur n-1. Donc là, on a déterminé la loi, on est content, et on a fait ça pour tout cas appartenant à 1 n-1. Ainsi, parce qu'au final, nous, c'était l'espérance qui nous intéressait. L'espérance, du coup, c'est quoi? Alors la somme, c'est sur toutes les valeurs prises par x, mais on a vu que les valeurs prises par x, elles varient entre 1 et n-1. Donc ça fait k multiplié par p de x égale à k, donc 2 fois n-k sur n-1, et je vous rappelle que ça, j'utilise la formule, hein, de la définition en fait de l'espérance, et ça c'était p de x égale à k. Donc, mon but c'est de calculer cette somme. Alors, calculons-la. Donc, je vais... Tout ce qui ne dépend pas de k, je vais le virer, la somme. Toute cette partie en violet, hop, ça sort de la somme parce que ça ne dépend pas de k. Et donc, je vais obtenir 2 sur nn-1 multiplié par... Alors, je ne vais pas le mettre, on ne va pas trop alourdir. Et là, je vais avoir k n-k. Alors, calculons cette somme-là qui apparaît séparément. Alors, ça fait quoi? Ça fait n fois la somme de k moins la somme des k carrés. Alors, c'est ici. La somme des k, c'est... Alors, je vous rappelle que... Alors que ça, c'est très important. La somme pour k égale à... on commence à... Ouais. Jusqu'à grand N de k, qu'est-ce que c'est? C'est nn-1 sur 2. Et la somme de k carré, pour k égale 1 à grand N, c'est n-1, 2n-1 sur 6. C'est des valeurs à savoir, hein. C'est important de savoir ça. Parce qu'en probabilité, on l'utilise vraiment très 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 souvent. Donc, on va obtenir...
Alors, donc, donc j'applique cette formule avec grand N égale petit n moins 1. Donc ça va faire n fois, alors, n moins 1, n moins 2 sur 2, moins. On est d'accord que j'applique ça pas avec grand N, mais avec n moins 1. Hein. Alors, est-ce que c'est bien n... qu'est-ce que je fais là? Non, c'est n plus 1, je me suis un petit peu emballé là. Je sais pas comment j'ai pu écrire ça. C'est des plus, bien sûr. Donc je disais, j'applique ces formules-là, non pas avec grand N, mais avec petit n moins 1, dans toutes ces formules-là. Hein. Donc là, il faut remplacer tout ça par petit n moins 1. Donc, ça va me faire... Donc là, évidemment, c'était faux. N moins 1, n, donc n au carré, sur 2, moins... Donc là, ça va faire n moins 1, n, 2 fois n moins 1, donc 2n moins 2 plus 1, donc 2n moins 1. Voilà. Et donc, on avait ce coefficient qui traînait là, on avait celui-là. Donc lui, il va multiplier ici et ici, ok? Si on a ce coefficient qui multiplie chacun des termes. D'où l'espérance de x, donc ça fait 2 sur nn-1 multiplié par tout ce qu'on a vu. Et là, on va pouvoir simplifier. Donc ça fait... ça va faire donc n. Et là, nn-1, donc 2n-1 sur 3. Voilà. Et donc je mets au même dénominateur, donc ça fait n plus 1 sur 3. Ce qui est la valeur de l'espérance qu'on voulait trouver. Voilà. Donc là, l'espérance de grand X vaut... ah oui, il fallait calculer la variance aussi. Donc ça, c'est l'espérance. Alors, du coup, je vais peut-être mettre à la ligne, vu qu'on va se relancer une feuille. Donc, conclusion, l'espérance de X, c'est n plus 1 sur 3. Et maintenant, on veut la variance. Alors, la variance de x, par définition, c'est e de x carré moins e de x. Et e de x carré, qu'est-ce que c'est? C'est la somme pour k égale 1 à n-1 de k carré fois p de x égale k, moins n plus 1 sur 3. Alors, p de x égale à k, on sait ce que ça fait. Alors, c'était quoi? C'était ça. Donc, ça nous fait somme pour k égale à 1 à n-1 de k multiplié par ça, moins n plus 1 sur 3. Je sors tout ce qui ne dépend pas de k. Donc, 2 sur nn-1. J'essaie d'aller un peu plus vite, hein, parce que c'est... Ah bah, en fait, là, je vais retrouver la somme de... Ah oui, alors là, c'est k carré. Alors, je vais aller un petit peu plus vite, là. Donc, là, je vais avoir n fois somme k carré moins...
moins la somme des k cubes. Voilà. Donc, je vous rappelle, soit dit en passant, que la somme des k cubes, c'est la somme des k, le tout au carré, donc c'est-à-dire nn plus 1 sur 2, le tout au carré. C'est un résultat assez surprenant, mais pour démontrer ça, récurrence. Okay, c'est pas très compliqué. Mais il faut connaître le résultat. Si vous ne connaissez pas le résultat, vous ne savez pas ce qu'il faut démontrer par récurrence, donc c'est embêtant. Alors utilisons ça pour s'en sortir. Qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai oublié le moins n plus 3, tiens. Hop. Donc là, ça fait n fois la somme des k carrés. Donc là, dans notre cas, nous, la somme des k carrés, c'était nn-1, 2n-1 sur 6. Donc n-1, 2n-1 sur 6, moins la somme des k cubes, on vient de dire ce que c'était, donc ça fait n-1 carré, n au carré sur 4. Ce qui fait au final n 2n-1 sur 3 moins nn-1 sur 2 moins n plus 3, moins n plus 1 sur 3. Voilà. Alors, je me rends compte que je fais une erreur ici, c'est un carré là, hein, pardon. Voilà. Et donc, si on met tout au même dénominateur, donc on va avoir du 3, du 2, du 9. On va mettre tout sur 18. On va mettre tout sur 18. Donc ça fait 6n 2n-1 moins 9n n-1. Et lui, il est sur 9, donc ça fait moins 2n plus 1 au carré, le tout sur 18. Alors regardons les termes au carré. Les termes au carré, j'ai 12n carré, moins 9n carré qui fait 3n carré, moins 2n carré. Donc je vais avoir juste n au carré. Ensuite les termes avec juste du n. Ici j'en ai 6. Là ça fait moins 9, donc plus 9. Et quand je vais développer ça, je vais avoir 2n plus 2n, plus 4n, donc moins 4, si je ne m'abuse. Ce qui fait 11. Alors, peut-être un petit truc qui va pas là. Alors, je vérifie. Plus 9. Moins 4. Ah oui, non, c'est moins 6 là. Ok, c'est moins 6. Donc ça fait moins 1. Donc des termes avec du petit n, j'en ai moins 1, donc moins n. Et après, le terme constant, il y en a qu'un, c'est celui-ci. Donc lui, le terme constant de lui, c'est quoi? C'est 1. Donc quand je le multiplie par 2, ça fait moins 2. Et ça, n carré, n plus 1 carré, ça fait n plus 1, n moins 2. Hop.
Donc la variance de x, c'est n plus 1, n-2 sur 18. Alors maintenant, on va lancer des pièces. Donc on effectue une suite de lancers avec une pièce qui n'est pas équilibrée. Ça veut dire que la probabilité d'obtenir pile ou face, c'est pas un demi, donc là c'est écrit. La probabilité, je vais mettre en rouge plutôt, la probabilité d'obtenir pile, elle vaut 3/4, et puis la probabilité d'obtenir face, c'est 1/4. Voilà. Donc, on note x la longueur de la première chaîne obtenue, c'est-à-dire le nombre de tirages initiaux donnant le même résultat que le premier tirage. Oui, alors, donc là, je vais peut-être expliquer. Alors, évidemment, mettez sur pause pour avoir le temps de lire l'énoncé. Moi, je vais un peu vite parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais admettons, donc, vous lancez une pièce, une infinité de fois, et on va s'intéresser à ce qu'on obtient. Donc, admettons, j'essaie juste de... En plus, c'est écrit, mais j'explique un petit peu. Admettons que vous tombez sur cette suite de lancers. C'est-à-dire, le premier lancer, vous obtenez pile, le deuxième lancer pile, le troisième pile, le quatrième pile, cinquième face, sixième face, septième face. Là, la première chaîne, c'est-à-dire la première chaîne où vous avez exactement le même résultat, elle est ici, cette chaîne-là. Pile, 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 pile. Et vous êtes tombé, et puis après, il y a eu face, mais en tout cas, la longueur de cette chaîne, c'est 4. Donc dans ce cas-là, on dira que x égale à 4, pour ce cas particulier. Maintenant, si vous regardez la deuxième chaîne, qu'est-ce que c'est ici, la deuxième chaîne? C'est une fois que la première s'arrête, il y en a une deuxième ici, et c'est avec des faces, et combien de temps elle dure? Elle dure 2 fois. Donc dans ce cas-là, y sera égal à 2. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. Maintenant, quelle est la question? Déterminer la loi conjointe et les lois marginales. Alors, les lois conjointes... Alors, loi conjointe de xy. Alors, les lois conjointes... déjà... En fait, c'est la loi d'un couple. Donc, quelles sont les valeurs prises par x? Donc, la longueur de la chaîne, elle peut être égale à 1, mais elle peut être égale à 2, 17, 24, jusqu'à l'infini. Donc, en fait, c'est tous les entiers. Pour y, c'est pareil. Donc, la loi du couple, l'ensemble des valeurs prises par le couple, c'est n étoiles croix n étoiles. Maintenant que j'ai trouvé les valeurs possibles pour le couple, je vais m'intéresser aux probabilités associées. Donc, déterminons, ce qu'on doit déterminer, c'est la probabilité que x soit égal à i, que y soit égal à j, et ça pour tout i appartenant à n étoile et j appartenant à n étoile. C'est ce qu'on doit faire. On doit déterminer cette probabilité. Alors, on va traduire en français ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire cet événement-là? L'événement que... cet événement-là, x égale à i, virgule, y égale à j. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, on a les deux événements qui sont réalisés. À la fois, l'événement x égale i est réalisé, et... alors, comment on va plutôt traduire ça? On va pas écrire ça comme ça, on va plutôt dire cet événement est réalisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'événement x égale i et l'événement x égale j, c'est deux événements qui sont réalisés. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la première chaîne, la toute première chaîne est de longueur i et la deuxième chaîne est de longueur j. Soit la première chaîne, vous commencez... Qu'est-ce qu'on peut, si on réfléchit un petit peu, qu'est-ce qu'on peut avoir comme cas? Premier cas, soit vous avez pile, pile,
pile, jusqu'à pile. Donc vous avez que des piles jusqu'au IM lancé, et puis après vous avez quoi? Vous avez face, 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 jusqu'à face. Et là c'est le... donc là c'est le I plus JM lancé. Mais pour que, donc là je suis simplement en train de dire que la longueur de la première chaîne c'est I et que la longueur de la deuxième chaîne c'est J. C'est tout ce que je dis en traduction à ce qu'on a ici. Ok. Mais la longueur d'une chaîne c'est le maximum de... quand on a exactement la même chose. Donc là il faut que ça soit, là dans ce que j'ai entouré tout en bas à droite, alors j'ai supprimé tout ça, la longueur de cette chaîne qui est entourée, elle est de longueur J si elle se termine. Enfin, il faut que le truc juste après, ça soit un pile dans ce cas-là. D'accord ? Pour dire que sa longueur c'est J, il faut que des lettres grand F, j'en ai J, et que le terme d'après, ça soit un P. Donc il faut être dans cette situation-là. Parce que si par exemple ici je n'avais pas de P, j'avais un F, ça voudrait dire que je prendrais en compte cette chaîne-là qui est elle de longueur J plus 1. Mais nous, on nous dit bien que la longueur de la deuxième chaîne, c'est J. Donc on est dans cette situation-là. Donc on est soit dans cette situation-là, ou alors... Donc là, là je vais traduire ça par... on débute par I pile... on débute par I pile, puis J face, et à nouveau un pile. Donc il y a soit ça, soit... Alors, je vais mettre des couleurs un peu partout. Ça, c'est mes I piles. Ça, c'est mes J faces. Et ça, c'est le pile. Ou alors... alors... Comment je... Après, ça fait un petit peu trop de... Ouais. Bon. Ou alors... on débute par I face. Donc ça va être mon deuxième cas. Ce que j'écris en dessous, c'est juste pour que vous compreniez mieux. Hein. C'est pas nécessaire. Ça veut dire que vous commencez par des faces. Vous avez face, face, face. Vous avez ça I fois. Alors c'est peut-être plus pertinent d'écrire I fois ici. Et ici, on va écrire J fois. Donc soit vous avez ça, soit vous avez face, 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 qui est I fois. Après, vous avez pile, que des piles. Que des piles sur J lancé. Mais on nous dit bien que la longueur de la deuxième chaîne, c'est J. Donc il ne faut pas avoir un pile après, il faut avoir un face. Alors, faut pas trop qu'on s'embrouille sur les couleurs parce que... donc, I face. Mais je vais quand même... je sais pas si je mets les mêmes couleurs. Non, je vais pas mettre des couleurs, je vais surligner. Voilà, hop. J face. Puis, donc I face, puis J pile et à nouveau face. Alors là, on va surligner. Donc on va mettre, par exemple, tiens, du bleu, hop. Voilà.
Donc on a ça. Maintenant, ça c'est la traduction en français. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, alors, vu qu'on a traduit, on est donc soit dans ce cas-là, soit dans ce cas-là. C'est deux cas qui sont distincts, évidemment, et on ne peut pas avoir les deux à la fois. Les deux cas ne peuvent pas se produire. Donc, vous voyez, quand j'écris le « ou », en vérité, je vais avoir comment dire, j'ai de l'indépendance ici. Tout ce premier cas est symbolisé par un événement, et ce deuxième cas est symbolisé aussi par un événement, et ces deux événements sont indépendants. Je ne peux pas avoir les deux à la fois. Ces deux événements ne peuvent pas être réalisés en même temps. Et donc, ça va me permettre de calculer la probabilité que x égale à j, que x égale à y et y égale à j, en disant que j'ai la probabilité d'avoir tout ça, plus la probabilité d'avoir tout ça par indépendance. Alors, pour le premier cas, quelle est la probabilité? On a dit qu'il nous faut pile. Donc, pour avoir pile, c'est 3 chances sur 4. Ensuite, 3 chances sur 4, 3 chances sur 4, jusqu'à 3 chances sur 4 à la fin, et j'ai ça i fois. Après, j'efface, j'ai une chance sur 4, jusqu'au dernier, donc j fois. Puis après, j'ai pile. Et pile, c'est 3 chances sur 4. Donc, on l'écrit. Donc, on a dit quoi? J'ai que des piles i fois, donc 3 sur 4 fois 3 sur 4 fois 3 sur 4, i fois. Ensuite, des faces, j'ai une chance sur 4, j fois. Et puis après, j'ai le pile qui reste, c'est-à-dire 3 quarts. Mais j'aurais pu être dans l'autre situation, qui est l'inverse, 1 quart puissance i, fois 3 quarts puissance j, fois 1 quart. Voilà, donc au final, ça fait 3 puissance i plus 1 sur alors peut-être qu'on peut mettre donc ça fait 4 puissance i plus j plus 1 plus 3 puissance j sur 4 puissance i plus j plus 1. Je le mets au même dénominateur et donc ça me fait i plus 3 i plus 1 plus 3j. Le tout sur 4 puissance i plus j plus 1. Et ça, c'est la loi conjointe. C'est important. Donc, hop, on souligne, on encadre en rouge. Donc ça, c'est juste la loi conjointe. Ensuite, on va faire la loi marginale de x. Alors, donc en fait c'est la loi de x. Loi marginale, ça veut dire qu'en fait x, ça fait partie d'un couple, mais on est simplement en train de nous demander la loi. Alors, pour déterminer la loi d'une variable aléatoire, c'est toujours pareil, il faut donner les valeurs prises par x, donc là on les a. Et l'événement x égale à k, cet événement est réalisé. Alors, on va pas avoir la place, on va l'écrire plutôt là. Donc les valeurs prises par x, c'est n étoile. Et l'événement x égale à k est réalisé. À quelle condition cet événement est réalisé? Eh bien, si la suite de lancers commence par k pile, suivi d'une face. Donc on est dans le cas où on a P, 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 K fois, voilà. Donc, dans ce cas-là, même principe, je connais la probabilité de P de x égale à K, donc pour tout cas,
la probabilité de x égale à k. Donc on a dit quoi? On veut pile, on le veut combien de fois? On le veut k fois, et la probabilité d'obtenir une pile c'est 3 quarts, donc ça fait 3 quarts puissance k, multiplié... Ah oui, alors on a un autre cas, pardon, on a une autre... on a ça, ou alors... Ah oui, alors j'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention. Alors donc dans ce cas-là, là on est dans le cas où on a pile, 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 jusqu'à encore pile, et après face. K fois. Ou alors on est dans un autre cas où on a K face suivi d'un pile. Donc c'est-à-dire on a face, 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 et ça K fois. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait probabilité de x égale à k. Qu'est-ce que c'est? Alors les deux cas que j'ai entourés en vert, le cas que j'ai entouré en vert, c'est-à-dire l'événement que j'ai entouré en vert et l'événement que j'ai entouré en violet, c'est deux événements incompatibles. On ne peut pas avoir les deux à la fois. Okay, parce que le premier me dit que les cas premiers lancés, c'est pile et après c'est face, alors que le deuxième me dit que les cas premiers c'est face et après c'est pile. Alors ils sont évidemment incompatibles, on ne peut pas obtenir les deux en même temps. Ce qui veut dire que ça sera la probabilité de l'un plus la probabilité de l'autre. Et le premier, sa probabilité, alors si on commence k fois avec des piles, bah c'est 3 quarts puissance k fois 1 quart, parce qu'il y a un face qui est juste après. Et après, après l'autre cas en violet, c'est 1 quart puissance k fois 3 quarts. Alors pareil, donc ça fait 3 puissance k sur 4 plus que... Donc 3 puissance k plus 3 sur 4 puissance k plus 1. Voilà. Alors, on va pas oublier la loi de Y. Alors, maintenant, déterminons la loi marginale de Y. Alors, les valeurs prises par Y, on l'a vu tout à l'heure, c'est clairement une étoile. Et alors, on va mettre l'indice X, on va mettre l'indice J. Pour tout J appartenant à 1 n-1, à n étoile, pardon, calculons la probabilité que y égale à j. Parce que donner la loi d'une variable aléatoire, c'est donner les valeurs prises par celle-ci et donner les probabilités associées. Alors là, il y a une formule dans cours qui nous dit que pour déterminer les lois marginales, on peut s'aider de la loi du couple. Et ça nous fait, donc c'est la formule qui nous dit que c'est la somme pour i égale à 1 jusqu'à l'infini de p de x égale à i, virgule y égale à j. Alors on avait calculé ça, je ne me rappelle plus, donc 3 puissance i plus 1 plus 3 puissance j. Puissance i plus 1 plus 3 puissance j, et l'autre c'était j plus i plus 1, voilà. Voilà. Donc on doit calculer ça. Alors vous voyez que cette somme ne dépend pas de j. Donc ce j ici, c'est une constante. Il ne dépend pas de l'indice, c'est pas mon indice de sommation. Moi je somme sur les i. Donc le j, tous les trucs avec toutes les constantes, on sait que toutes les constantes, on peut les sortir de la somme. Donc ça, c'est une constante. Et là, en fait, ça, c'est 4 puissance i plus 1 fois 4 puissance j. Donc vous voyez qu'il y a ce 4 puissance j qui va pouvoir sortir.
parce qu'il ne dépend pas de J. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va séparer en deux sommes. Hein. Alors, donc ça fait la somme pour I égale à 1, A plus l'infini de 3 puissance I plus 1 sur 4 puissance I plus J plus 1, plus la somme de 3 puissance J voilà, I plus J plus 1. Maintenant, comme j'ai dit, tout ce qui ne dépend pas de I, on le sort. Donc là, c'est dans cette partie-là, je vais l'écrire comme 4 puissance I plus 1 multiplié par 4 puissance J, et ce J-là, je vais le sortir, d'accord? C'est exactement ce que je vais faire ici. Et pour la deuxième somme, c'est carrément lui que je vais sortir, et je vais faire la même manip ici en le sortant, d'accord? Alors, je le dis à l'oral parce que je vais le faire tout de suite sans trop détailler. Donc là, on va obtenir 1 sur 4 puissance J plus 1. Et je vais même sortir le 3. Je vais sortir une puissance de 3. Juste 3 puissance 1, je vais le sortir. Comme ça, ça fait... non, je ne vais pas faire ça, c'est plus compliqué. Je vais plutôt faire ça. Je vais mettre une puissance commune, hein, c'est ce que je vais faire. Donc ça fait quoi? 3 quarts puissance J plus 1. Plus, donc le 3 puissance J, je le sors. Et dénominateur, j'ai 4 puissance J. Donc là, ça fait 1 sur 4. Alors, je me suis trompé, là, c'est un I. Voilà. Maintenant, j'ai que des sommes géométriques et je sais les calculer. Donc, la première. Alors, on va me dire, oui, mais c'est pas tout à fait une somme géométrique. Parce que c'est vrai que les sommes géométriques, elles ressemblent à ça. Q puissance K pour K allant de... alors, on va mettre, je sais pas si c'était Z. Ça, c'est une somme géométrique. Ici, c'est un K. Alors que nous, on a un I plus 1. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave du tout. Hein. Je vais faire un petit changement de variable. Regardez, vous avez juste besoin de faire un petit changement de variable rapide qui vous dit que ça fait la somme pour I égale 2 à l'infini de 3 quarts puissance I. Et là, du coup, c'est quoi? C'est la formule du cours. Donc, c'est le premier terme divisé par 1 sur 1 moins Q. Donc le premier terme, c'est 3 quarts puissance 2 divisé par 1 moins 3 quarts. Donc essayez de le faire seul, hein, ça c'est pas compliqué. De toute façon, là j'ai donné tous les détails. Donc 3 quarts puissance 2 sur 1 moins 3 quarts. Et puis pour l'autre, je vais faire pareil. Donc ça va faire 1 quart au carré sur 1 moins 1 quart. Évidemment, il faut simplifier tout ça. 1 moins 3 quarts, ça fait 1 quart. Alors... Donc là, donc lui, il va faire 1 quart, donc ça va faire 3 quarts au carré fois 4 sur 1. Donc ça va faire 9 quarts. Et l'autre, ça va me faire 1 sur 4 au carré. 1 moins 1 quart, ça fait 4, ça fait 3 quarts. Donc 4 sur 3. Donc je vais obtenir 1 sur 12.
Alors, est-ce que sur 12, je crois que c'est pas tout à fait ce que j'avais trouvé tout à l'heure. Alors, je pense quand même que ça fait un 12e, je vois pas trop d'erreur là. Bon, on va mettre un 12e, hein. Je pense que c'est ça quand même, on va voir comment ça simplifie. Voilà, je peux en fait mettre voilà, les puissances 4 puissance j, ça fait quoi? Ça fait 9 sur 4 puissance j plus 1. Et l'autre, 12 c'est 4 fois 3, donc, et le 3 du coup je vais le mettre au dénominateur, enfin 12 c'est 3 fois 4, donc ce 3 puissance j avec lui il va se simplifier, et ce 4 puissance j avec ce 4 là il va se simplifier. Donc je vais obtenir 3 puissance j moins 1 sur 4 puissance j plus 1, ce qui nous fait, oui voilà, donc c'est bon, 4 puissance j plus 1. Voilà, et ça c'est ce qu'on vient de trouver, c'est la valeur de la probabilité de y et que y soit égal à j. Alors, il y avait juste une autre question, c'était est-ce que x et y sont indépendantes? Alors, petit rappel. X et y indépendantes si et seulement si pour tout i, si et seulement si pour tout ij appartenant aux valeurs prises par le couple, c'est-à-dire x, y, oméga, on a que la probabilité que x égale à i et que y égale à j soit égale à la probabilité que x égale à i fois la probabilité que y égale à j. Bon bah là c'est pas le cas. Alors je vous laisse le vérifier, c'est pas très long. Prenez la probabilité de y égale à j. Alors en fait je crois que l'exercice vous demande de le démontrer avec la probabilité conditionnelle. Probabilité, la loi conditionnelle de x sachant x égale j. Ouais bon on va le faire alors. Alors je calcule je dois calculer, donc on m'a demandé la probabilité conditionnelle de x sachant que y égale j. Alors ça par définition qu'est-ce que c'est? C'est p de x égale à i virgule y égale à j. Ça c'est une notation pour dire que c'est la probabilité de l'événement x égale à i intersecté avec l'événement y égale à j. Donc ça me fait p de y égale à j. Et d'après ce qu'on a trouvé, alors la loi du couple, qu'est-ce qu'on avait trouvé? Alors 3 puissance i plus 1 plus j, ok. Alors je l'écris, 3 puissance i plus 1 plus 3 puissance j, je me rappelle déjà plus, oui c'est ça, sur 4 puissance i plus j plus 1. Et l'autre terme, p de y égale à j, on avait trouvé ça, donc 9 plus 3 puissance j moins 1. Ok. Donc, vu que je divise par ce nombre, je l'inverse, donc ça fait 4 puissance j plus 1 sur 9 plus 3 puissance j moins 1. Ça va se simplifier et on va obtenir
3 puissance i plus 1 plus 3 puissance j divisé par... donc là, je vais avoir 4 puissance i et puis 9... voilà. Donc ça, c'est la probabilité conditionnelle. Et cette probabilité conditionnelle, eh bien, elle est différente de ce qu'on avait trouvé pour x. Alors, lorsque y égale i, donc ça fait 3 puissance i plus 3 sur 3 puissance i plus 1. Alors, oui, c'est ça. Donc ça, c'est différent de... Donc, 3 puissance i plus 3 sur 4 puissance i plus 1. Qui, lui, était la probabilité que x égale à i. Qu'est-ce que vous venez de démontrer? Vous venez de démontrer que lui était différent de lui. Donc, en d'autres termes, vous venez de démontrer que ça, c'était faux. Ok? Bon, voilà, c'est pas indépendant parce que, par définition, la probabilité de x égale à i et y égale à j est différente du produit des probabilités. Voilà, et ça achève l'exercice. Ainsi, x et y sont indépendants. Et donc voilà. Alors maintenant, on va calculer, on va utiliser la formule de Bienname-Tchebychev. Alors, donc on réalise 4 fois la même expérience et la probabilité de succès est 0,8. Donc c'est-à-dire que à chaque fois, c'est une épreuve de Bernoulli. C'est-à-dire succès ou échec. Et on répète ça. Par exemple, je sais pas moi, vous êtes sur un terrain de basket et vous lancez des ballons pour mettre un panier. Donc là, on est typiquement dans un cas de Bernoulli. Soit vous marquez pas. Et vous répétez ça 400 fois. Voilà. Donc là, la probabilité de succès, c'est 0,8 et on suppose que les 400 expériences sont indépendantes. Comme quand vous lancez votre ballon de basket, votre premier lancer n'a pas trop d'influence sur le deuxième, etc. Donc on note x, le nombre de succès obtenus, et on doit calculer l'espérance de x. Ça c'est facile. X. Alors x, c'est le nombre de succès obtenus, et on est typiquement dans un schéma de Bernoulli, c'est-à-dire qu'on répète successivement une épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire succès ou échec, et toutes les expériences sont indépendantes. Donc là, votre grand X suit donc c'est une succession d'épreuves de Bernoulli, et donc en l'occurrence on fait 400 épreuves de Bernoulli, donc c'est une X suit la loi binomiale qu'on note B. Il y a deux paramètres. Le premier, c'est le nombre de fois que vous répétez l'expérience, en l'occurrence 400. Et le deuxième, c'est la probabilité de succès. Donc là, ici, c'est 4/5. Et donc, alors, rappel, c'est important. Si X suit la loi binomiale de paramètre NP, alors son espérance, ça à savoir par cœur, c'est n fois p, et sa variance, c'est égal à np fois 1 moins p. Donc ici, l'espérance, donc c'est 400 fois 4/5. 400 fois 4/5. Donc ça va faire 320. Donc là, on a déterminé l'espérance sans trop de difficultés. Maintenant, on nous demande quoi? On nous demande de déterminer un minorant de
de cette probabilité. C'est-à-dire, on veut démontrer que cette probabilité-là, elle est plus grande que quelque chose. C'est ce qu'on veut faire. Alors, ok, donc là, c'est pas dit, mais on vous le dira dans un énoncé. On va appliquer l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev. Alors, je vais peut-être la rappeler. Alors, ça dépend, on en a vu plusieurs dans le cours. Alors, on va juste... Est-ce que ça n'utilise pas la règle de Markov Non, ok. Alors, je vais la rappeler. Soit x, donc c'est l'inégalité de Bien-Aimé, alors Bien-Aimé-Tchebychev qui nous dit que si je prends x, une variable aléatoire discrète, possédant une variance, toutes les variables aléatoires ne possèdent pas de variance parce que la variance est définie comme une série entière et il faut que ça existe. Hein. Enfin, elle est définie comme une somme infinie, pardon, et une somme infinie, il faut bien que ça existe. Donc, a priori, toutes les variables aléatoires ne possèdent pas de variance. Alors, pour tout epsilon, la probabilité que valeur absolue de x moins e de x est plus grande que epsilon, cette probabilité-là, elle est majorée par la variance de x divisé par epsilon au carré. Donc c'est ce résultat qu'on va appliquer. Alors il faut essayer de faire apparaître x moins e de x. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est que on nous demande, écrivons l'événement qui nous intéresse. Alors l'événement qui nous intéresse, c'était l'événement 300 plus petit que x, plus petit que 340. Alors cet événement, en réalité, c'est égal à l'événement. Je soustrais 320 partout. Donc ça fait moins 20. Et là, ça fait 20. Donc cet événement, c'est quoi? C'est moins 20, plus petit que x moins l'espérance de x, parce que l'espérance de x, on a trouvé 320. Et donc dire qu'un nombre est compris entre moins 20 et 20, c'est-à-dire qu'il est en valeur absolue plus petit que 20. Donc, la probabilité qu'on nous demande, eh bien c'est... alors, vous voyez, là, cet événement-là, on ne peut pas vraiment appliquer l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev parce que ici, j'ai un inférieur strict et ici, j'ai un supérieur ou égal. Alors, c'est pour ça qu'on va passer à l'événement contraire pour pouvoir l'utiliser, cette inégalité. Donc, on dit que c'est égal à 1 moins l'événement contraire, à savoir 1 moins la probabilité que valeur absolue de x moins e de x plus supérieur ou égal à 120. Et donc, d'après l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev, c'est la probabilité du second terme. Elle est plus petite que la variance de x divisé par 20 au carré. Et la variance de x, c'est np fois 1 moins p. Alors, np fois 1 moins p, donc
320 fois 1 moins 4 cinquièmes, donc 320 fois 1 cinquième, alors 64 divisé par 400. Voilà. Donc la probabilité qu'on nous demandait de minorer, à savoir c'était 300, 300 ou oui 300. Eh bien, elle est plus grande que 1 moins 64 sur 400. Donc ça fait 300... voilà, 300... 336 sur 400... 400... 4... Donc on peut le simplifier, ça va faire 21 sur 25. Donc voilà, on a bien minoré la probabilité qu'on nous a demandé. Pour ça, on a utilisé l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev. Allez, on passe au dernier exercice. On doit retrouver l'expression de la variance de x dans le cas où Rx, rayon de convergence de la série génératrice, est strictement supérieur à 1. Peut-être on peut... alors, on va peut-être rappeler ce que c'est la série génératrice. La série génératrice d'une variable aléatoire, c'est une série entière. Et c'est cette série entière. Alors, tips en scène. Donc là, c'est... qu'est-ce que je fais là? N égale 0 à l'infini. C'est cette série entière. Donc Gx, c'est la série génératrice de x, et c'est cette série entière, avec c'est la série entière qu'on appelle série génératrice de rayons de convergence. On note Rx, et ce rayon de convergence, on suppose qu'il est strictement plus grand que 1. Voilà. Alors, c'est une série entière, donc elle est indéfiniment dérivable. Elle est même de classe C infinie sur son intervalle de convergence. Alors, Gx... Alors maintenant, je peux écrire en noir. Série génératrice, donc ça, c'est la fin du rappel. Donc, Gx, c'est une fonction qui est indéfiniment dérivable et de dérivée nième continue, et ça pour tout n. Donc elle est de classe C infini sur son intervalle de convergence, à savoir moins Rx, Rx. Alors là, j'ai 0. Là, j'ai 1. Et moins Rx, Rx. Alors on est dans cette situation parce qu'on suppose que Rx est strictement plus grand que 1. Donc vous voyez, l'intervalle de convergence contient le point 1. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc si c'est de classe C infini sur tout l'intervalle, sur tout cet intervalle-là, en rouge, si c'est de classe C infini pour n'importe quel réel à l'intérieur, en particulier, c'est vrai pour 1. Donc on va dire en particulier. En particulier, Gx
eh bien elle est 2 fois dérivable en 1. Et maintenant on a pour tout t appartenant à 0 Rx, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va la dériver 2 fois. Alors, dérivons 2 fois, c'est comme pour les séries entières, il n'y a pas trop de difficultés. Je fais démarrer ma somme à n égale 2, parce que les deux premiers termes, pour n égale 0 et pour n égale 1, sont en fait nuls. Voilà, donc on a ça. Je pense que en fait on va peut-être avoir besoin des premiers termes, donc voilà, on va laisser, on va mettre n égale 0. Donc si je prends t égale 1, qu'est-ce que ça me fait? Bah ça fait juste la somme de nn-1 px égale n. Donc je développe, ça fait somme des n au carré px égale n moins la somme de n px égale n. Et là je reconnais l'espérance de x au carré, et là c'est l'espérance de x. Voilà. Donc, c'est quoi par définition la variance? Alors, par définition, la variance, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Alors, là, j'ai prouvé que... Alors, e de x au carré, j'ai quoi? E de x au carré... Donc, e de x au carré, dans ce que je viens de démontrer, c'est g seconde en 1 plus e de x. Mais on sait, et ça je vous laisserai le faire, c'est facile, que en fait g' de 1 c'est l'espérance. C'est vraiment la même idée qu'on a eue pour la... Vous dérivez g et vous reconnaissez immédiatement l'espérance. Donc ça fait g seconde de 1 plus g' de 1 moins g' de 1 au carré. Et donc c'est la formule qu'on cherchait. Voilà, et on va s'arrêter là.